On a un monde aujourd'hui de partage, on a de l'or qui est pas palpable, c'est Internet. La première fois du coup que j'ai voulu j'ai tout analysé, là ça se présente bien, ça fait un joli W, ça va péter. Et là j'appuie sur le bouton, tu vois. Je dis ouais, vas-y, on démarre. Je me couche, je suis vraiment Elon Musk, à moi, je suis le nouveau Jeff Bezos et tout. Et le lendemain, moins 35%. Je parlais avec la coiffeuse, je la trouvais compétente. Je lui ai dit, mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Il y a quelque chose à faire. Et je m'en souviens, elle m'a répondu, non, mais j'ai pas envie d'entreprendre parce qu'après je vais payer beaucoup d'impôts. Si demain, sans être un profil atypique ou sans situation particulière, demain, tu es quelqu'un qui part de zéro, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'investissement. D'après toi, sur quoi faudrait partir demain si tu devais tout repartir de zéro? Voilà, t'es Jordan de 2025. 2025, on va dire vingtaine d'années. Ouais, par exemple. Ouais, par exemple. Après, moi, je dirais l'immobilier parce que, comme je te disais tout à l'heure, ça permet de construire une base solide. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines, même que tu maîtrises très bien, qui peuvent être exponentiels, où tu vas pouvoir vite te créer des revenus conséquents. Maintenant, ce qu'il faut voir, je pense, c'est sur le long terme, peu importe ce qu'on fait. Donc, je dirais, si j'ai 20 ans, je sors d'études ou je suis entre deux, je vais dire le basique, je me trouve un petit CDI. Mais c'est pas grave, parce que toute expérience est bonne à prendre. C'est pas péjoratif. C'est pas exactement, c'est pas péjoratif. Et puis, l'idée, c'est de tirer les bonnes conclusions. On On peut être dans quelque chose qui nous plaît pas, mais finalement, en tirer les bonnes conclusions en se disant, bon, moi, je sais que j'ai déjà travaillé au préalable dans des sociétés où le mode de fonctionnement ne me plaisait pas, mais je me suis dit, bon, je vais l'appliquer pour voir les résultats. Et après, moi, réappliquer mon business. Et du coup, justement, j'étais dans une société où c'était très sur le quantifiable. Et c'est là où, justement, je t'avais parlé où j'avais segmenté la clientèle pour appliquer la loi de Pareto et finalement optimiser mon temps. Donc, ce que je ferai plus concrètement, si je suis en France, bien sûr, je signe un CDI dans un domaine et je lève de la dette en investissant. Alors après, investissement locatif, je crée du cash flow. Je fais une vente RP pour être exonéré de la plus-value. Et à partir de là, je me crée une trésorerie et puis des actifs qui tournent. Et là, je suis apte à sortir du système et à entreprendre. Et ce qui va être intéressant dans ça, c'est cette notion de sécurité. En se disant, tiens, si je me lance dans quelque chose qui va pas être linéaire, qui va pas marcher, bon, je sais que j'ai des actifs de côté, je peux m'en séparer et puis combler pour un autre business. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce processus-là, c'est que finalement, tu minimises les risques et tu t'assures une sécurité malgré tout. Et quoi qu'il en soit. Et puis après, qui plus est, c'est là où ça va être intéressant, c'est que dans la mesure où tu suis ce système-là, une fois que tu vas entreprendre, ça va être plus compliqué de lever de la dette parce qu'on est en France, tu sais très bien comment c'est. Tu as un CDI, tu peux emprunter plus facilement. Tu es fonctionnaire, alors là, carte blanche. Bon, tu as une capacité d'endettement qui est moindre parce qu'en principe, il n'y a pas des gros revenus. Bon, remarque, ça dépend parce qu'il y a des fonctionnaires. Il y a des bons postes. Ouais, il y a des bons postes. Et après, une fois que tu gagnes de la crédibilité auprès de la banque. Parce qu'une fois que tu as levé de la dette, tu as un passif auprès de la banque. Si tu as fait des bons investissements, tu as un système de scoring qui va faire, bon, cette personne, on peut lui faire confiance. Et dès que tu vas entreprendre, et finalement, tu vas pouvoir continuer à lever de la dette. En tout cas, ça a été mon cas pour moi. Ouais. Et ça se tient. Donc, je suivrai ce schéma-là, mais tout en restant ouvert à beaucoup de choses. Ouais. Et peut-être à ce que tu vas exposer. Et tiens, je te retourne la question. Moi, pour en parler, si demain je repartais de zéro, je sors d'études. Ça dépend des études. Bon, si j'ai fait bac L, je me vois mal après entreprendre, investir et tout. Ça, tu vois, c'est tout un peu plus créatif, le profil et tout. Ouais, c'est vrai. Mais remarque maintenant. Ouais, on voit de tout. On voit de tout. Demain, je me poserai 2 questions déjà. Où est-ce que je vais être d'ici 3-5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans 3-5 ans? Qu'est-ce que font les mecs qui sont là où je vais être dans 3-5 ans? Quelles sont leurs actions? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Comment ils le font? Et quel est leur goal à eux? Pour comprendre aussi les enjeux de derrière, pour voir le long terme. Et ensuite, je fais une rétrospective sur tout ça, ce en quoi je suis bon, ce en quoi je suis pas bon. Et une fois que j'ai analysé ça, je vais regarder ce qui a été mon cas, justement, ce qui marchait bien. On revient sur la compétence de la vente directement. Parce qu'au lieu d'avoir un CDI fixe avec une tranche horaire fixe, un salaire fixe, tu apprends une compétence avec un variable. Et 100% des gens qui ont un variable te diront que jamais ils reviendront à un poste 35 heures classique, ce qui est normal.
Parce qu'une fois que tu prends 2 fois plus, tu te dis pourquoi faire moins. Et après, tu rentres dans un système où tu comprends la performance, l'engagement, etc. Ouais, exactement. Et avec ça, par contre, je sais pas si je partirais sur l'immobilier parce que ça m'est propre. Ouais. Mais par contre, une RP, c'est la base, quoi. C'est la base. Oui, finalement. C'est la base. Ouais. Parce que ce que représente en fait le cheat code de la RP, et ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que, comme on le disait hier, c'est que c'est la niche, de la niche, de la niche, et c'est une rat race à la niche. C'est ce qui me dérange un petit peu, mais la RP, ça reste une valeur sûre, internationalement, du moment que tu sais où tu as un toit. Mais c'est vrai qu'il y a, pour revenir un peu sur l'immobilier, il y a souvent ce débat-là, est-ce que la RP, etc. De toute façon, on doit se loger, donc si on paye pas un prêt, on paye un loyer. Donc, c'est factuel. Mais je pense qu'effectivement, en donnant l'exemple que tu as fait, en suivant ce processus, quoi qu'il en soit, si tu devais te loger, tu aurais payé un loyer. Là, tu capitalises sur ton bien, et puis après, l'idée, c'est un jour de le vendre. Donc, demain, tu le revends, t'encaisses, je sais pas, 50, 100K. Ouais, voire plus. C'est cool, hein. C'est cool. Ouais, je vois ça, je dis ça petit bras parce que dans le profil, tu vois, tu citais la vingtaine. Ouais. Sortie études, donc forcément, t'as pas un leverage énorme. Si la personne est formée, elle peut faire plus. c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Après, pour terminer même là-dessus... sur des petits montants, j'ai fait des montants ouais, t'as fait des super coups, on peut en parler après. Et l'idée, c'est qu'en apprenant justement la compétence qui te rapporte une rémunération à la pourcentage, alors ça peut être d'ailleurs la data, le dev, enfin bref, il y a plein de trucs. Mais là où je veux en venir, c'est que derrière, en fait, tu peux le monétiser en tant qu'indépendant. Et après, tu peux avoir 3 piliers. C'est-à-dire que tu peux avoir ton pilier via ta source de revenus dans ton CDI. Ta source de revenus, c'est pas une source de revenus, disons, c'est plus tu capitalises en fait, sur l'RP que tu es en train de payer. Exactement. Et de l'autre côté, ton marché, si on ne finit pas comme la Grèce ou autre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories là-dessus. Par rapport à la France, tu parles ? Ouais. Okay. Pour terminer là-dessus, en gros, avec ça, tu capitalises, tu rembourses. Donc en fait, c'est au lieu de mettre 1 000 € par mois de côté, tu vas rembourser ton prêt de 1 000 €, capitaliser intrinsèquement là-dessus. Alors certes, tu vas avoir taxe foncière, certes, tu vas avoir ci, ça. Il faut faire le calcul. Suivant là où on habite, c'est peut-être plus intéressant de capitaliser sur des trucs. Exactement, c'est selon où on habite, ouais. Et pour revenir là-dessus, en gros, tu capitalises sur une poche. Et ton troisième, c'est que tu peux ensuite vendre tes premières compétences en tant qu'indépendant de l'autre côté. Et là, c'est là où tu gagnes vraiment de l'argent. Parce que ici, tu as ta première sécu. Ouais. Tu es safe, bref, si tu es en France, tout ce qui s'y implique, les congés payés, machin. Et de l'autre côté, tu peux vendre ton temps avec du TJM à 300, 500, 800 € par exemple. Et de l'autre côté, en fait, tu peux en 3 jours faire un mois de salaire. Ouais. C'est pas déconnant. Et de l'autre côté, ce capital-là, tu peux en fait le réinvestir pour ton apport. Exactement. Et soit faire ça, soit après diversifier avec du digital, du marché, private equity, machin. Et toutes les opportunités qu'il y a de l'autre côté. Ou racheter des parts sur des business digitaux, ce qui se fait très très bien. Et dans cette solution, en fait, tu vas développer soit du cash flow mensuel digital. Ouais. Et donc, tu as un effet cumulé avec ça. Si tu commences en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, 2 ans, que tu retrouves dans l'immobilier, avec ses inconvénients, avec ses avantages aussi. Ouais. Mais tu développes en fait des revenus mensuels. Et le game du revenu mensuel t'assure une sécurité. C'est ça. Une fois que tu as un certain stade de cette sécurité-là, dans ce profil-là, tu peux faire des choses vachement sympas. Ouais. Et, avec, de nouveau, soit du levier bancaire, soit internationalisé, avec les opportunités qu'il y a. Quoi. Voilà fiscal, un peu ce que je ferais pour terminer là-dessus. Ouais, finalement, il n'y a pas de schéma type. Les deux se valent. Il n'y a pas de règle, c'est vrai. Il n'y a pas de règle. Après, je pense que le fil conducteur, c'est la connaissance. Dans les domaines qu'on a évoqués, il faut avoir une connaissance. Oui, l'expertise. Parce que Et c'est là où tu vas gagner du temps et tu vas éviter des erreurs. En fait, tu gagnes un temps qui est énorme. Raconte-nous un peu la première fois que tu t'es cassé le nez, par exemple, sur une anecdote. Moi, j'en ai plein. Hein. Moi, je suis entre mon idée et l'exécution, il se passe 2 heures. Donc, je me suis aperçu plein de trucs que j'aimais pas. Et du coup, c'était vite. Mais raconte-nous un peu. C'est quoi comme type d'expert Admettons, je sais pas, tu as une anecdote où tu t'es cassé la figure, où tu t'es aperçu que justement, tu dis ah bah là en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas et ça s'est pas passé comme prévu du coup. Tu as toujours été prudent, c'est possible aussi. Hein, ouais, j'étais prudent. J'ai beaucoup été investi, tu vois, quand on parlait de rigueur, etc. Il y a eu un Jordan rigoureux. Mais en fait, regarde, je vais te dire comment je fonctionne. C'est très simple. Dans la mesure où je vois mon objectif, je mets tout en place. Ah, tu vois, on revient à ce qu'on disait. Ouais. Et c'est peut-être pour certaines choses, je le visualise pas, donc du coup, je me dis mais dans la mesure où, ok, je visualise mon objectif, je vais mettre toutes les actions en place pour y aller. Donc il faut que je le visualise. Et c'est ça, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, en fait, je le visualise directement. Je me dis, bon, cette acquisition va me rapporter tant de cash flow, etc. etc. Ou cet achat va me permettre de faire une plus-value de temps. Hop,
Voilà. Et du coup, je vais prendre toutes les concessions sur moi je vais mettre en place les actions qui m'amènent à un résultat. Mais donc sur ça, non, sans grande prétention, hein, bien sûr, on peut faire des erreurs, hein, c'est comme ça. Mais par contre, je sais qu'il y a une situation que j'ai mal vécue, mais qui m'a permis de vite rebondir par la suite. Raconte. C'était un jour, j'avais vu une annonce d'un bien à la vente, alors très sommaire, il n'y avait pas de photos, 3 lignes. Mais par contre, j'avais vu que le quartier, le prix était super attractif. Et puis souvent, c'est bon signe, c'est juste que les personnes qui vendent sont souvent des mauvais vendeurs. Ils ne savent pas donner envie. Hein. Ça, effectivement, il faut le savoir. Parfois, c'est vrai que la plupart des gens pensent l'inverse. Et puis, tant mieux. Ils pensent que c'est pas très sexy, qu'il ne faut pas y aller. Et souvent, il y a une opportunité derrière. Ouais. C'est ça. C'est très juste ce que tu dis. Mais de toute façon, c'est dans l'inconscient, on a besoin que le produit, ça veut le valoriser. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai dit, bon, bingo. Et il s'avérait que l'annonce a été mise il y a quelques minutes. Donc j'appelle, je dis les planètes s'alignent, donc on est bon. Et effectivement, j'étais la première personne. Donc j'appelle c'était une dame en disant oui, le prix était très très bas. On était clairement à moins 4 fois la valeur du bien. Ouais. Donc je l'appelle, je lui dis écoutez, je suis intéressé. J'ai même été audacieux, je lui dis est-ce qu'on peut négocier. Et là, elle me dit clairement oui, je pense qu'on peut arriver à une petite négo. On est dans le cadre d'une succession. Ça se présente bien. Ouais. Voilà, cadre d'une succession, donc parfait. J'ai dit bah écoutez, j'aimerais le visiter. Et est-ce qu'on peut. Oui, bah rappelez-moi plus tard. Chose que j'ai faite, donc j'ai rappelé quelques heures plus tard. Et là, lorsque je l'ai au téléphone, elle me dit oui, les visites, c'est demain à 9h. Donc j'ai dit mince, les visites. Ouais. Donc là, entre-temps, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui appelaient. Je me suis quand même rendu... Ouais. Aussi, peut-être. Je me suis rendu quand même au rendez-vous. Alors, j'étais très ponctuel, même en avance. Je suis arrivé à 8h40. Elle en avait de la chance. Hein. Elle en avait de la chance. C'est pour ça que je suis resté. J'attendais le... Mais... Et du coup, j'étais le seul. J'ai dit, bon, c'est bon. Et là, je vois 5 minutes après, une personne, 2 personnes, 3 personnes. 9h, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. La balle était plus dans ton camp. Ouais. La balle était plus dans mon camp. Et finalement, ça partait en surenchère. Donc, je suis parti. Et finalement, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Et je l'ai très mal vécu. Je me suis dit, merde. Ah ouais ? Ouais, ben, tu sais, le fait de trouver quelque chose. En plus, c'était le bon timing. Mais... Et je crois que ça a duré une semaine. Tu vois, vraiment, je me suis dit, mince, j'avais une opportunité d'investissement qui était intéressant. Et après, je pense que dans toute chose qu'on mène, c'est de tirer les bonnes conclusions. Et là, ça a été le cas. Je me dis, bon, j'ai essayé d'analyser, comprendre mes erreurs. Mes erreurs étaient très simples. C'est qu'effectivement, c'était très attractif. Dès que j'ai eu la personne, j'aurais dû dire, bon, écoutez, on se voit maintenant, je viens vous voir. Je vous fais l'offre. J'ai même pas besoin de visiter finalement parce que je connaissais le marché. Je sais pas pourquoi. J'étais trop à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. 2 semaines après, j'avais vu un lot d'appartements. Et là, finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé les personnes. J'ai dit, écoutez, regardez, je veux pas vous faire perdre de temps. Je veux pas perdre le mien non plus. Comme ça, on va pouvoir s'entendre sur ça. Je viens maintenant. Oui, mais j'ai d'autres personnes qui viennent de Paris. J'ai dit, écoutez, moi, je suis là, je viens, je vous fais l'offre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et c'est des biens que j'ai achetés, qu'après que j'ai revendus, sur lesquels j'ai fait une plus-value. Donc voilà. Donc ouais, c'est cette anecdote-là. Mais conclusion, je pense que dans... Ça se finit bien. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est le cas aussi. Pour ton cas, tu as dû effectivement faire certaines choses. Mais après, tu as modulé pour éviter de le refaire. D'ailleurs, tu as une anecdote à nous raconter. J'en ai plein. Ouais, choisis la meilleure. Je pense la plus explicite et la plus simple. La première fois que justement j'ai découvert les marchés, pour l'anecdote, j'ai découvert Bitcoin, c'était en 2011. Non, pas que je sois c'était à combien je crois que c'était quelque chose comme une dizaine de dollars. Si je dis pas de bêtises, je vais fast checker vite fait, je vais te dire ça. Ouais. Mais pour faire simple, moi je l'ai découvert, je savais pas du tout que c'était une monnaie en tant que telle ou réserve de valeur. Pour l'anecdote, en fait, faut savoir que moi j'étais très accro à Call of Duty. Et du coup, arrivé en fait à un moment... Je jouais sur l'ordi et tout sur Play, ouais. Ah, c'était pas... Parce que je crois les OG, c'est vraiment ceux qui jouent avec la souris. Ouais, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Mais t'es pas un OG alors. Tu dois pas être très bon. Il y a toujours de l'amélioration. Et pour l'anecdote, j'ai découvert Bitcoin à ce moment-là.
Mais je sais pas que c'est de la réserve de valeur. Et en fait, je vendais des Star Pass. Je dis une bêtise, tu étais un niveau 10 sur Call of, tu voulais passer niveau 70 pour avoir les meilleures armes, les meilleures customisations, etc. Tu prenais des Star Pass, donc tu es un ado, tu as 15 piges, tu envoies des textos sur Taxi à 5 euros. Ah ouais. Et moi, je reçois 2,5. Et tu m'en envoies 3-4 comme ça. Okay. Donc tu reçois une facture de 20-30 balles, mais tu payes 20-30 balles et puis tu es le meilleur niveau sur Call of Duty, tu vois. C'est une super opportunité. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai les parents qui m'appellent en me gueulant dessus, quoi. Là, il n'y avait pas de question d'argent, c'était vraiment le kiff du jeu, quoi. Bah, le kiff du jeu, mais les gens ils me payaient à travers ça, quoi. Ils m'envoyaient 3-4 Star Pass en fait, ça s'appelait comme ça à l'époque. Ouais. Et donc, moi, je recevais 10-15 balles suivant ce qu'ils voulaient, tu vois, pour faire simple. Et toi, tu recevais une facture du coup de 20-30 euros. Ok. Donc, les parents, ils me disaient, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous gagner les factures comme ça? Et moi, j'étais tout penaud, tu vois. Je savais même pas me défendre, tu vois. Je savais même pas me défendre. Et mon pote, il me dit, bah, moi, je le fais sur Dofus. Ok. Et avec Premium, on le fait sur Bitcoin, tu vois. Ok. Il me dit, bah, tu fais ça, tac. Et puis, moi, je te rends en euros quand on se voit au collège, et puis terminé, quoi. Ok. Et c'est la première fois que j'ai écouté parler de Bitcoin. Mais jamais, Ouais, je me serais dit c'est un truc, cotation, décentralisation, etc. Tu vois. C'est une... Et déjà, première anecdote, quand j'ai connu, deuxième anecdote. C'est vrai que c'est une erreur qui coûte de l'argent. Beaucoup d'argent maintenant, mais... Enfin, en parlant de Bitcoin, j'ai une... Ouais, non, je l'expliquerai sur un autre. Et la meilleure anecdote que j'ai, la première fois du coup que j'ai voulu in, en appuyant vraiment sur le bouton, tu vois. Et je me suis dit, putain, allez, vas-y, ça fait 2 mois que je me bute maintenant, j'ai tout analysé, Ishimoku, Taika, Kinjun, MM20, MM50, MMM2, Daily, machin, truc, j'arrive. Voilà, là, ça se présente bien, ça fait un joli W, ça va péter. Et là, j'appuie sur le bouton, tu vois. J'appuie sur le bouton à 5 chiffres. Tu vois. Je dis, ouais, vas-y, on démarre. Paf! Je dis, ouais, je me couche, je dis, je suis vraiment Elon Musk, à moi, je suis le nouveau Jeff Bezos et tout. Le lendemain, moins 35%. Bam! Ah, merde. Et là, j'ai appris une chose, c'est que le marché, il a toujours raison. Ils s'en foutent de toi, quoi. C'est vrai. Cette phrase ressort souvent. Et ça m'a appris 2 choses, tu vois, trend is your friend. Et en fait, je suis arrivé en plein marché baissier. Et j'ai pris du coup une petite leçon, mais j'étais quand même prudent après sur le capital, machin. Ouais, C'était que de l'argent, que je savais que c'était une poche où je voulais chercher un peu plus de risques. Et voilà. Pour une anecdote parmi tant d'autres où j'ai mis la main dans le pot de miel. Et du coup, c'était trop sucré. Pour ta première anecdote, alors du coup, quelles ont été les solutions et les conclusions que tu as apportées par la suite? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. De payer quelqu'un meilleur que toi pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et après, j'ai pris une consulte d'une heure où j'ai exposé mon cas et il m'a expliqué, effet Dunning-Kruger. Et là, j'ai dit, what? Je parle pas allemand, moi. Il m'a expliqué, en fait, quand tu découvres quelque chose, tu te prends pour un génie. Ensuite, tu as la vallée de la mort. Ensuite, tu sais que tu sais pas et t'apprends. Et ouais, voici le cheminement parfait de ce qui se passe. Et avec le recul, tu penses que ça t'a fait gagner combien de temps? Bon, c'est dur à schématiser, mais franchement, tu dois avoir une notion, je pense. Si on corrèle le temps à l'argent, honnêtement, avec l'effet cumulé de ce que ça m'a apporté en faisant 2 schémas. Schéma, j'ai consulté, schéma, j'ai pas consulté. Ouais. J'ai dû gagner franchement 1 an et demi, 2 ans, parce que toutes les conneries que j'aurais faites derrière, ça aurait été pire. C'est comme si t'as un mec qui va au casino, il met une fois sur le rouge, il gagne, tu vois, il fait x10, tu vois. Ouais. Et du coup, il se dit, c'est bon. Okay. C'est bon, tu vois. Ça y est, je suis un génie, tu vois. Ah ouais. Puis après, il met du coup sur x15, donc soit il perd x15, soit il perd 100%. Il perd 100%. Et là, c'est la vallée de la mort, tu vois. Et donc, ça m'a évité de perdre avec plus de capital, quoi. Ok. Et ça ouvre l'esprit. Après, il y a eu énormément de bouquins là-dessus qui sont hyper intéressants, d'ailleurs. On pourrait peut-être conclure sur ça, d'ailleurs. Ouais. Et j'en ai entre nous, là, comme ça, du tac au tac, j'en ai quelques-uns. Et déjà, la psychologie de l'argent, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et rien à voir, mais les 48 lois du pouvoir. Ça, tout à fait, en rapport avec la vente, les relations, etc. Je trouve ça très intéressant. Après, il y avait d'autres sujets justement qui viennent derrière ça. Ouais. Il y avait justement quelque chose que j'avais noté pour faire suite avec la loi de Pareto, le fait de mettre des OKR, repartir de zéro, ou partir de zéro du moins. Si demain, tu avais un profil CSP, CSP+, ou cadre, ou en bref, tu gagnes 40 000 € par an, tu as 30-35 ans, tu es en CDI donc, tu n'as pas encore d'invest, mais tu tombes sur une vidéo YouTube avec un fond bleu, avec un mec en t-shirt Balenciaga et un mec qui a un peu le remonté. On fait pas de pub. Oui, pardon. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait faire pour démarrer?
soit entreprendre, soit investir. Et après, je pense qu'il y a une question générationnelle qui se pose par rapport à l'âge. Ouais. Selon la tranche d'âge. Là, 35 ans, tu vois, on va dire. Oui, normalement, on va dire, on est sur une tranche où la personne a suivi un peu ce qui se passe et ouvert à beaucoup de choses. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde. Comme tout à l'heure, on en parlait, cette notion de palpable. Et souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai déjà échangé avec des gens, par exemple, des gens même qui sont indépendants dans l'immobilier, qui ont un certain âge. J'ai un de mes amis, lui, qui fait ça en Thaïlande. Et lui, en fait, ce qu'il m'a dit, je m'en souviens à notre dernier échange, c'est « Ouais, mais je ne peux pas le palper, je ne peux pas le visualiser. » Oui, crypto, tu me dis. Ouais, voilà, je pense que tu as déjà entendu ça. Donc, je pense qu'il y a ce souci générationnel et donc ça va être compliqué. Ouais. Je dirais, s'il est ouvert, en fait, il y a une multitude d'opportunités qui peut se présenter, surtout s'il il a des connaissances dans un domaine spécialisé. Il pourra toujours le mettre en avant, vendre ses connaissances, le monétiser. Ouais, c'est vrai. La crypto-monnaie, il y a tellement de choses. Après, le plus basique, l'immobilier. Ouais. Si tu dis qu'il a un contrat, un CDI. Mais je pense que la réflexion se pose surtout sur le fait que si la personne n'est pas ouverte à beaucoup de choses, si elle est plus cartésien, ça va dépendre de ses capacités et son ouverture d'esprit. Et dans le profil, on va l'appeler Francis, du coup, si Francis il aime Francis, le palpable. Il fera rien. Il fera rien. Il bougera pas. Il restera en CDI. 35 ans, qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme prénom pour cet avatar? Michel. Allez, Michel, ça fait plus 70s. Ouais. Je sais pas. On va dire Dorian. Dorian, il a 35 ans. Putain, Dorian, ça fait mec de Lille. Il va acheter une voiture, il va la tuner, il va le mettre sur le bon coin. C'est le stéréotype. Ouais. Non, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense que ça va dépendre du profil type de la personne. Il aime le palpable, il épargne 1000 balles par mois, par exemple. Il aime le palpable, tu vois, mais il n'est pas fermé. Qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer dans l'IMO, tu vois? Dans l'IMO ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui se disent de se lancer directement dans l'activité de marchand de biens. Ce qui veut dire acheter, rénover et vendre avec une valeur ajoutée, une plus-value à la clé. Maintenant, par mon expérience, j'en ai vu qui se lançaient dans ce domaine-là précisément et qui se cassaient la gueule parce qu'ils n'ont pas vraiment de connaissances. Tu vois, on relie à ça. Et même, on le voit, il y en a qui se lancent dans les enchères. Et en fait, par le principe, ils disent je vais faire une bonne affaire, mais en fait, en théorie, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'il y a ce truc de surenchère et en fait, des fois, ils achètent au prix du marché. Donc après, moi, je dirais stratégie de fourmi, investissement. Au moins, déjà, ça lui permet de connaître son marché. Investissement, comment tu vois ça? Locatif avec générer un cash flow. Si à un moment, il y a une exonération fiscale au bout de 5 ans, s'il veut attendre 5 ans. Et puis multiplier. Et puis ces expériences-là permettront de connaître son marché. Ouais, et d'apprendre. De faire aussi sans doute des erreurs, à moins qu'il se forme. Et dans ce cas-là, on limite les erreurs et on gagne du temps. Mais je dirais commencer par là et après, rapidement sur l'achat-revente. Ouais. Si les cartésiens, ça fait sens. Ça fait sens. Mais tu me surprends là, Jordan. C'est vrai, pourquoi? Mais on m'a dit que les taux étaient trop importants. Les quoi, pardon? Les taux étaient trop élevés, c'était pas le moment. Les taux, ouais, effectivement. C'est vrai que là, on est dans une période qui est un peu particulière. Après, en réalité, il n'y a pas de moment pour investir. Comme on dit souvent, c'était hier. Ouais. Et demain, on dirait que c'était hier aussi. Donc, c'est vrai. En réalité, il faut passer à l'action, quoi qu'il en soit. Rien n'est fixe. Le tout, c'est de connaître le domaine dans lequel on va, que ce soit crypto, immobilier, e-commerce, le maîtriser parce que c'est là, le premier pas qu'on va faire va être important et va permettre de mettre la cadence pour le reste. Donc si le premier pas est bon, peu importe l'environnement, que ce soit une crise ou pas, ou là en l'occurrence les taux qui sont élevés, c'est sûr que ça complique un peu les choses. Mais en même temps, si dans un marché là on voit où les taux sont élevés, il y a moins d'acheteurs, donc moins de concurrents entre guillemets. Et c'est là qu'on peut saisir les opportunités. Donc, c'est passer à l'action. Et on en parlait tout à l'heure. Je parlais d'une petite anecdote. Quand j'étais allé, on parle d'entrepreneuriat. Donc, j'étais allé chez une coiffeuse, un salon de coiffure. Et je parlais avec la coiffeuse. Je la trouvais compétente. Je lui dis, mais pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Il y a quelque chose à faire. Ouais. Elle était mignonne. Je pense qu'elle pouvait attirer de la clientèle. Elle coupait bien, en tout cas. Elle était forte. De mon point de vue. Donc, Et je m'en souviens, elle m'a répondu, non, mais...
j'ai pas envie d'entreprendre parce qu'après, je vais payer beaucoup d'impôts. Et je me dis, tiens, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Donc, des fois, on retrouve ça, ce schéma-là, de se dire, tiens, je vais pas faire ça parce que y a des contraintes. Une croyance, Mais je dis souvent, de pas vouloir des contraintes, finalement, on les retrouve. On se les construit, je pense, Ouais, exactement. Tu vois, quand tu es dans un schéma type où tu n'as pas de contraintes, c'est qu'à un moment, bah, ça empiète par exemple sur ta liberté, parce que tu vas avoir moins d'argent. Donc les contraintes, tu vas les voir au quotidien. Tu vas aller au restaurant, soit tu vas aller dans certains restaurants, ou bah, tu vas regarder les prix avant de choisir. C'est un exemple, mais je pense que ça arrive Ou pour certaines montres. Non, après les montres, c'est un autre domaine. Ouais. On peut allier ça à de l'investissement. Mais je veux dire par là, les contraintes, en fait, il y a les contraintes choisies. Exactement, c'est là où je voulais t'emmener. Ouais. C'est là où je voulais t'emmener, effectivement, parce que ça fait très bateau, mais la vie est une question de choix. Tu vois ce que je veux dire ? Choisir, c'est renoncer. Et dans cette solution, tu vois, là, par exemple, la coiffeuse, tu vois très bien le truc où à la fin, ça crache au moins 20% de PE. Et de l'autre côté, tu vois, ça peut emmener vite un salon à 20-25K si elle fait les choses bien. Et de l'autre côté, elle peut franchiser, après elle peut scaler, puis après elle peut prendre des royalties, puis après elle peut faire... Et puis après, elle aura un état d'esprit qui sera différent, donc elle sera ouverte à autre chose. Après, elle va faire de la crypto, etc. Mais du coup, là, elle s'enferme inconsciemment dans quelque chose. Après, c'est facile à dire, différent à faire, mais ouais, exactement. Il y a des super exemples aujourd'hui sur Internet, et c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est faux, c'est sur Internet parce qu'ils ont le temps d'y être maintenant. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, ils ont pris le temps de construire, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Ouais. Et on a un monde aujourd'hui de partage. Ouais. On a de l'or qui est pas palpable. C'est Internet. Et à l'ère d'Internet, fermer les portes de celui-ci pour que Francis scrolle sur ses réseaux sociaux et dise c'est du fake, c'est de l'arnaque, etc. Mais il y en a, attention. 99% c'est des conneries. Et effectivement, mais les 1% dedans, en fait, ils vont t'amener à 100% de résultats de réussite demain quand tu les prends. Ouais. Parce qu'en fait, puis tu le vois très vite quand il y a du contenu, si c'est opérationnel ou si c'est des conneries. Quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Et donc après, pour passer à la suite et à la conclusion, j'avais 2-3 sujets qui me tenaient à cœur d'aborder avec toi. Yes. Sachant que moi j'adore tout ce qui est IA, le futur, etc. Ouais. Par exemple, selon toi, tu vois, l'IA et les automatisations. Donc, les agents autonomes, exemple, tu peux demain créer un avatar sur le digital qui, pour toi, envoie des emails, prospecte, gère des tâches, exécute, délivre à tes clients. Même il y en a même qui passent des appels pour te démarcher pour du photovoltaïque, personne ne le sait. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, on le voit, ils mettent des temps de latence. Je crois qu'ils sont un peu sortis du système. S'ils mettent des temps de latence, après, c'est qu'ils sont mal configurés, mais c'est la réalité. Ouais, mais parce que tu sais, ils attendent la réponse. Et est-ce que c'est un allié ou c'est une menace pour entreprendre selon toi ? Waouh, ça c'est une vraie question. Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse tous. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En même temps, ça peut être un allié pour beaucoup d'activités, on le voit. Ouais. L'automatisation, on le retrouvait à l'époque. Tu t'en souviens, avant l'IA, il y avait les péages qui étaient transformés avec une automatisation, les supermarchés, les caisses. Malheureusement, ça supprime de l'emploi. C'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Mais je suis pas d'accord. Sur quoi ? Sur le fait que ça supprime de l'emploi ? Je veux bien ta réponse. T'aimes la cuisine ? Ouais, comme toi. J'aime bien manger. Et en gros, il y a la crème de la crème. Ouais. Elle aura toujours de l'emploi. La crème de la crème. Que veux-tu dire par là ? Ouais, la crème de la crème, elle aura toujours de l'emploi. Exemple, Philippe Etchebest. Attends, rares sont les personnes qui arrivent à le prononcer du premier coup. Philippe Etchebest, tu vois, il sait faire une omelette comme je ne sais pas la faire. C'est donc la crème de la cuisine. Très bien. D'accord. Il a des commis qui sont sûrement très compétents. Et il y en a des moins compétents. Ces moins compétents-là peuvent être remplacés par une IA. Les autres, non. Parce que c'est la crème de la crème qui réplique Philippe Etchebest. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu veux dire par là que tu auras toujours on va dire une personne humaine qui aura des compétences bien au-dessus que l'IA. Et un spécialiste va enrichir l'IA. Et lui donner une direction à prendre. Là où le machine learning va justement centraliser les informations là et potentiellement le configurer pour aller en le sens de la perfection. Là où un généraliste dans la tâche exécutive de ça, pour l'exemple du commis moyen, va du coup lui souffrir de ça. Deux solutions. Soit
ils pivotent, soit ils travaillent aux côtés de l'IA pour l'enrichir, que ce soit sur le développement. Et là, on parle de technique pure. C'est une bêtise. Théorie, après, c'est une théorie qui dit que les mauvais vont fabriquer les IA et puis les bons vont l'enrichir. Tu vois. Ok. Intellectuellement, je parle. Après, du coup, ce qu'on peut constater par rapport à ça, c'est que, on va dire, une personne moyenne, entre guillemets, rien de péjoratif à ça, mais finalement, elle va se retrouver un peu effacée par tout ça, parce que... Donc, 100%. Et ouais. Sélection naturelle. Donc, d'où l'intérêt de se former et d'être compétent dans... Et d'investir. D'investir. D'investir, soit de se développer des choses. Parce qu'à un moment, tu vas être effacé. Après, oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on le voit plus comme une menace et allié au quotidien, parce que maintenant, beaucoup de gens l'utilisent. Moi, je sais que j'évite de l'utiliser pour le mail. J'aime bien avoir cet exercice-là de prendre le temps d'écrire. C'est une bonne chose, je trouve. Ouais, c'est une bonne chose. Parce qu'après, on prend vite ça comme appui. Puis c'est toujours intéressant. On est amené à communiquer au quotidien. Donc je sais que moi, l'effort de faire le mail, j'aime bien le faire. Après... De mon point de vue, je pense qu'il y aura toujours cet aspect humain, feeling, qui est important. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du savoir-être, savoir-faire. L'IA, c'est clairement le savoir-faire. Le savoir-être, on ne l'a pas. C'est quelque chose de digital, on ne le voit pas. Donc, cette notion-là, on en a besoin en tant qu'être humain et dans certains domaines. Mais après, comme tu dis, c'est une réalité. Il y aura effectivement des professions. Et donc, d'où l'intérêt d'investir, de se former. Parce que finalement, après, il y a une sélection naturelle qui se fait, malheureusement. Et ça, on le retrouvait avant. À l'époque aussi, il y avait une autre sélection naturelle qui se faisait. Là, c'est dans d'autres domaines. C'est une évolution qui est constante, en fait. Ouais, tout à fait. C'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Pour conclure là-dessus, si vous avez apprécié notre échange et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à le tourner. Ouais, exactement. C'était fluide, c'était intéressant. Et deux profils différents, mais qui se retrouvent. Et puis, en fait, même au quotidien, quand on passe du temps ensemble, c'est bénéfique, nos échanges. C'est très complémentaire. C'est constructif. Donc, si vous avez apprécié, je vous invite à partager, aimer, et puis à nous faire un retour là-dessus. Ce serait vraiment agréable. Et n'hésitez pas pour la suite. À bientôt. Ciao. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu vas avoir un lifestyle. Tu vas découvrir des choses que tu ne connaissais peut-être pas avant. Tu vas y prendre goût. Et forcément, tout ça, ça a un coût. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que c'est une valeur sûre et c'est une sécurité sur le long terme. Et le temps est bénéfique. Plus le temps passe, plus finalement on capitalise sans même s'en rendre compte et on fait du profit. Tu lèves la dette, tu construis un dossier, c'est pas liquide, il faut que ta banque l'autorise, il faut que sa banque l'autorise, il faut que ci, il faut que ça. Alors que tu prends un indice, S&P 500, tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus agréable à gérer, dans le sens où Apple, c'est quand même une bonne boîte, tu vois. Je pense que tu leur fais peut-être plus confiance qu'à ton locataire pour gérer tes sous, je sais pas.